bonsoir et bienvenue. Il n'est même pas 18h30, on n'a jamais été aussi à l'heure pour un webinaire Boursorama. Merci d'être avec nous ce soir en direct. Donc, pour cette webconférence, ce webinaire ayant pour thème investissez dans les nouveaux fonds de private equity d'Eurazeo. Alors, on a déjà proposé un webinaire sur le sujet du private equity. On le mettra d'ailleurs en lien sur le replay de ce webinaire, sur les bases de ce type d'investissement, pas forcément le mieux connu des investisseurs individuels. On parle de capital investissement ou encore d'investissement dans le non-coté. Alors vous savez, c'est une offre qui propose souvent des rendements intéressants, mais un caractère peu liquide et souvent peu accessible, car il faut en général investir de gros, voire de très gros montants, ce qui l'a réservé plutôt à des investisseurs institutionnels. Mais ça c'était avant que Boursorama lance son offre et démocratise le private equity, le rende beaucoup plus accessible. Une offre qui s'étoffe encore avec le lancement de produits proposés par Eurazeo. Et justement, pour en parler avec moi ce soir, j'accueille sur le plateau Agathe Bub, Wealth Solution, directeur chez Eurazeo. Bonsoir Agathe. Bonsoir Laurent. Elle est accompagnée, il est enrhumé, mais il est là, il est bien présent, de Thomas Baudry, chef de produit épargne bourse chez Boursorama Banque. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Ça va Thomas, vous allez tenir? Très bien. Bon, super. Alors, nous sommes ensemble pour 40 minutes, peut-être plus. Il y a eu beaucoup d'inscrits, hein. Vous avez été plus de 1300 à vous inscrire pour cette webconférence. Ça veut dire que le sujet vous intéresse. On a déjà, comme d'habitude, récolté pas mal de questions. À ce moment-là, on les posera à nos experts ce soir sur le plateau. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à continuer à les poser en direct au programme. Rapide quand même, rappel de la philosophie du private equity. Ensuite, on verra avec Thomas justement dans quelle enveloppe on peut souscrire ces produits. Et puis, on ira dans le détail avec Agathe, très concrètement, de ce que contiennent les trois produits, les trois fonds Eurazeo. Allez, c'est parti. Agathe, on va commencer par le début. On aime bien les choses simples dans les webinaires Boursorama. Est-ce que vous pourriez tout simplement nous présenter Eurazeo pour certains de nos clients qui ne connaîtraient pas cette société? Volontiers. Eurazeo est un acteur majeur du financement des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse en Europe. Nous gérons un peu plus de 35 milliards d'euros d'actifs pour le compte de grands clients institutionnels. Donc c'est des banques, des fonds de pension, des assureurs qui investissent pour leurs fonds propres. Pour le compte de notre bilan, c'est une spécificité du groupe Eurazeo. On a un bilan d'une dizaine de milliards d'euros qui est directement investi dans nos fonds d'investissement. Donc on met notre propre argent. C'est l'alignement des intérêts. Exactement, dans les mêmes fonds que nos investisseurs. Ouais. Et une deuxième particulier qui est assez importante, c'est que nous adressons le marché de la clientèle privée depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, nous ouvrons la classe d'actifs du private equity aux particuliers, exactement aux mêmes standards institutionnels. Donc on leur offre un accès aux mêmes opérations, au même moment et aux mêmes conditions financières que pour nos clients institutionnels, mais investis dans des fonds qui leur sont totalement dédiés. Et nous sommes présents sur 3 grandes classes d'actifs qui rassemblent tout l'univers du non-coté. Donc le private equity où on investit en capital, la dette privée où on apporte de la dette dans des opérations de private equity et les actifs réels avec l'immobilier ou l'infrastructure. Bon, on voit, il y a de l'expérience, il y a du savoir-faire. Justement, on avait envie, quand même si on en a parlé dans un précédent webinaire, de revenir un petit peu. Qu'est-ce que c'est l'univers d'investissement du private equity aujourd'hui ? Alors souvent, le private equity est vu comme une classe d'actifs peu transparente et qui peut être interprétée difficile. Un peu mystérieux, on va dire pas transparent, mais mystérieux, on ne connaît pas finalement, j'aime bien toujours simplifier dès le début. Notre métier, c'est d'identifier des sociétés avec un fort potentiel de création de valeur, d'investir à leur capital, de les accompagner dans leur stratégie, dans leur recrutement, dans leur développement, et ensuite de les revendre à un autre acheteur avec une plus-value et rendre l'argent à nos investisseurs. Dit comme ça, c'est très simple, effectivement. Et après, évidemment, il y a plusieurs stratégies d'investissement. Et les stratégies d'investissement, ça va être ni plus ni moins que l'accompagnement de sociétés, de différentes typologies de sociétés, à différents stades de développement. Et c'est ce que vous avez sur la slide ici, au début, avec des startups, plutôt dans l'univers du digital, donc des sociétés qui veulent commencer à se lancer. On va avoir du capital innovation, ce qu'on appelle du venture capital dans le jargon. Et ensuite, quand la société commence à se développer, on appelle ça de l'accélération, du gross equity, donc on va financer son développement. Et ensuite, quand elle arrive à un point d'inflexion de rentabilité, on va plutôt financer la transmission des entreprises avec ce qu'on appelle du capital transmission, le buy-out, le
capital investissement qui représente l'essentiel de la classe d'actifs. Bon, il y a beaucoup de termes anglo-saxons quand même, hein, il faut s'y faire. Mais bon, vous avez tout traduit, donc c'est plus clair. On l'a dit, je le disais dans l'introduction, il y a des rendements intéressants, il y a quand même un certain nombre de choses à bien avoir en tête. Là, on s'adresse à nos clients, à une clientèle de particuliers. Quels sont finalement, disons-le, les risques à bien avoir en tête quand on se lance dans un investissement en private equity ? Le private equity est par nature une classe d'actifs risqués puisqu'on investit au capital de sociétés dont le capital n'est pas liquide sur un marché financier. Donc finalement, il y a un risque de liquidité qui est naturel. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est de l'argent avec un horizon long terme. Quand on investit en private equity, il faut investir pour 8 à 10 ans puisqu'on va il faut nécessairement avoir un acheteur en face pour pouvoir récupérer son argent. Ensuite, on va avoir nécessairement un risque de perte en capital. On investit notre argent dans des sociétés. Alors, si on investit par exemple au début du cycle de vie, on ne sait pas comment la société va se comporter dans les 5 prochaines années. Et puis après, évidemment, on va avoir le risque de performance qui va aussi beaucoup dépendre de la qualité du gérant, de la qualité de l'accompagnement, de la sélection des actifs aussi. Et puis évidemment, même si on est décorrélé des marchés financiers directement par nature, on n'est pas décorrélé de la conjoncture. Il faut l'avoir en tête. Justement, c'est une transition toute trouvée, une question de Florent qui était posée au moment de l'inscription que j'ai trouvé super intéressante. Est-ce le bon moment d'investir dans ce type de placement dans le contexte d'incertitude économique et financière générale? Le contexte, là il évoque aussi les taux d'intérêt, ne semble pas favorable aux entreprises en croissance. Et oui, cette question du timing, elle est pertinente. Alors, on dit toujours qu'en private equity, il n'y a pas de market timing. On accompagne des sociétés qui vont se développer à des moments différents dans la conjoncture, mais c'est aussi l'avantage d'avoir une approche de plateforme comme Eurazeo, où on va avoir différentes stratégies d'investissement, où on va avoir des sociétés qui ne sont pas encore rentables, des sociétés qui le sont déjà, qui évoluent dans certains secteurs. Et on va aussi évoluer avec des sociétés qui sont déjà rentables, établies, matures et qui vont financer des phases de transmission. Donc il n'y a vraiment pas de market timing sur le private equity. C'est sûr qu'il faut toujours avoir en tête les cycles économiques et en l'occurrence, on est plutôt selon les stratégies d'investissement sur un marché assez porteur dans le private equity. Sur un marché assez porteur. Alors on va revenir avec Ayat sur les fonds, sur ces 3 fonds, on va rentrer dans le détail. Mais avant, je vais me tourner vers Thomas. Ce qui nous intéresse aussi, et notamment les clients de Boursorama, c'est de savoir dans quelle enveloppe on va pouvoir investir en private equity chez Boursorama. Tout à fait. Alors avant de parler des enveloppes, il faut rappeler aussi que le private equity, c'est une classe d'actifs qui fait partie de notre offre Bourso-Market. Oui. C'est-à-dire que, comme un grand nombre d'OPCVM, d'ETF, de FIP FCPI, comme le crowdfunding immobilier, chez Boursorama, on peut investir dans le private equity avec 0 frais d'entrée, ce qui est une offre très attractive. Et on a essayé de le faire donc, à 0 frais d'entrée et dans le plus d'enveloppes d'investissement possible. D'accord. Donc la gamme Boursorama est complète. Nous, on propose effectivement toutes les enveloppes d'investissement qui sont possibles, que ce soit le PEA, le PAPME, on peut voir la slide à l'écran, voilà, titres ordinaires. On a une offre, on a un contrat d'assurance vie, on a un contrat et aussi un PER, un plan d'épargne retraite. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'enveloppe un petit peu qu'on pourrait considérer comme l'enveloppe phare pour le particulier pour investir en private equity, c'est le PEA-PME, qui a quasiment été fait pour ça, pour pouvoir investir dans les petites sociétés. Et donc, on voit que toute la gamme d'Eurazeo est éligible au PEA-PME et disponible dans notre PEA-PME Boursorama. Si on fait un petit focus, justement, PEA-PME sur les slides qu'on peut voir à l'écran. Merci. Alors, si on veut faire un petit focus sur comment investir en PEA-PME, c'est très simple. Alors, pour accéder au private equity, donc à l'offre d'Eurazeo dans le PEA-PME, soit vous allez donc, si vous n'avez pas encore de PEA-PME, vous pouvez en ouvrir un. Et d'ailleurs, en ce moment, on a une offre promotionnelle. Petite promo du moment. Ouvrir un PEA-PME. Où est-ce qu'on la retrouve, Thomas? On la retrouve sur notre site. Vous allez sur la page du PEA-PME qui décrit le produit. Et donc, vous aurez tous les détails de l'offre. Et aussi, vous aurez effectivement les détails de tous les titres que l'on peut loger dans le PEA-PME. Et le private equity en fait partie. Donc, on a une page dédiée qui décrit effectivement tous les fonds de private equity qu'on propose à nos clients. Et une fois que vous arrivez sur cette page dédiée, en fonction du type d'investissement que vous souhaitez faire, vous cliquez sur le bouton souscrire. Et là, vous arrivez sur un parcours de souscription qui est relativement simple, puisque tout est pré-coché, pré-rempli. Vous avez juste à choisir donc, le montant que vous souhaitez investir. Et ensuite, l'investissement se fait de façon très simple en quelques clics. Je vous pose cette question parce que Gilbert nous avait posé une question. Justement, il n'arrivait pas à retrouver les fonds Eurazeo pour son PEA-PME. Donc, notre offre, et là, on retrouve ces produits, c'est ça? Exactement. Sur notre site client. Et on la trouve aussi sur notre portail
parce qu'il y a deux façons d'y accéder. Et donc, si vous voulez y accéder depuis le portail, il y a aussi une slide pour ça. Donc, vous allez dans la rubrique bourse, OPCVM, et là, vous cliquez sur Private Equity. Donc, effectivement, il y a quelques clics à faire. Et une fois que vous cliquez sur Private Equity, vous arrivez sur notre page du portail qui décrit à la fois les produits, mais qui est aussi très pédagogique. Vous pouvez retrouver quelques vidéos, des interviews, notamment des gérants. Je crois, aussi. Tout à fait. Exactement. Et aussi tout le petit descriptif des fonds qui explique le minimum de souscription, les frais, et qui vous donne aussi toute la documentation légale sur les fonds. Bon, et en tant que représentant de Boursorama.com, je vous invite à aller sur le portail pour retrouver très simplement sur la rubrique les fonds de Private Equity. On a eu des questions, forcément, une question là qui tombe à l'instant, mais aussi qui avait été posée au moment de l'inscription. Ces fonds sont-ils dans un PA, PME, PMI? Bah oui, ça la réponse est oui, pour les trois d'Eurazeo. Et une autre question d'Alain, un peu différente, ces fonds sont-ils éligibles au PEA classique cette fois-ci? Alors, on peut remettre la slide sur l'éligibilité des enveloppes, mais la réponse est non. Donc, le PEA n'est pas une enveloppe adaptée pour investir dans le private equity. Et c'est justement pour ça, d'ailleurs, que le législateur a créé le PEA-PME, puisqu'il y avait un peu une distorsion. En fait, avec le PEA, le législateur avait permis aux particuliers d'investir dans tout l'univers des sociétés européennes cotées de façon simple et avec une enveloppe d'investissement qui proposait un avantage fiscal. Et il a justement complété cette enveloppe avec le PEA-PME pour pouvoir investir plus particulièrement dans les petites sociétés et notamment pour pouvoir loger des FCPR. Donc on a vraiment cette distinction, le PEA ne permet pas d'investir dans le private equity, mais vous pouvez compléter votre PEA avec un PEA-PME et investir dans cette enveloppe. Et comme Thomas l'a dit, il y a une promo en ce moment, donc c'est le moment ou jamais. C'est le couteau suisse, dit-on, des placements. C'est le placement préféré des Français. Et on se dit, bah oui, tiens, est-ce qu'on pourrait mettre du private equity dans l'assurance vie? Alors, la réponse est oui. Donc, on a une offre dans l'assurance vie qui est un petit peu plus restreinte, puisqu'il y a une notion, dans l'assurance vie, il y a une notion de référencement et puis il y a un troisième acteur qui rentre en jeu, qui est l'assureur du contrat. Et donc, dans le cadre de l'offre Eurazeo, on a accès à un fonds de private equity, donc Principal Investment. Et là, pour investir, donc là, c'est un petit peu différent puisque ce n'est pas via une page ou via le portail. C'est si vous n'êtes pas adhérent à un contrat d'assurance vie, donc vous pouvez y adhérer vous pouvez adhérer à Boursorama Vie via notre site. Et si vous êtes déjà adhérent, il suffit de vous rendre sur votre espace client et choisir de faire un versement libre ou un arbitrage. Et là, vous arriverez sur votre sélecteur de fonds. Et donc, on a une petite coche Private Equity qui vous permet de voir les fonds qui sont disponibles. Et là, la différence, c'est que dans la mesure où en fait, c'est l'assureur qui porte les parts, on peut investir à partir d'un montant qui est très faible. Et on peut aussi avoir des multiples d'investissements qui sont très simples. Donc, à partir de 25 €, et vous pouvez investir autant que vous voulez. Et on rappelle quand même, je ne sais pas si vous l'avez dit Thomas, en gestion libre. C'est-à-dire si on est en gestion pilotée, ce n'est pas accessible. Exactement. Aujourd'hui, c'est en gestion libre. Donc, si vous êtes en gestion pilotée, soit vous basculez en gestion libre, soit vous pouvez toujours ouvrir un deuxième contrat, plutôt dédié à la gestion libre, dans lequel vous pourrez investir sur tous les fonds qui ne sont pas éligibles, tous les fonds qui sont différents. Qui sont accessibles via la gestion libre. Voilà. En fait, Et notamment tout ce qui est un peu fonds à avenant alternatifs, donc comme le private equity, l'immobilier et toutes les classes d'actifs qui ne sont généralement pas traitées dans les gestions pilotées classiques. Jed nous demande quel est le plafond du PEA-PME. Alors le plafond du PEA-PME, il est très élevé, très élevé, ça va dépendre du patrimoine de chacun, mais on peut verser jusqu'à 225 000 € sur un PEA-PME. Alors c'est un peu différent si on est titulaire également d'un PEA, puisque ce plafond est cumulatif avec celui du PEA. Donc si vous n'avez pas de PEA, vous pouvez mettre 225 000 € sur votre PEA-PME. Si vous avez déjà un PEA, c'est un plafond global avec une limite de 75 000 sur le PEA-PME. Bon, voilà, très clair. Là, Thomas, c'est le drame. On se dit, c'est super, finalement, il y a plein de possibilités. Mais quelquefois, on est un petit peu perdu, justement, quand il y a trop de possibilités. Quelle est finalement celle qui est la meilleure, pas forcément la meilleure, la plus adaptée pour chaque investisseur? Vous allez me dire, c'est un peu à chacun de voir midi à sa porte. Exactement. Alors, l'enveloppe la plus adaptée, elle va dépendre évidemment du profil de chaque client. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le private equity, c'est quand même un investissement de long terme. Donc on a vu et on va continuer à le voir, que ce sont des fonds, lorsqu'on investit le private equity, généralement on est bloqué sur un certain nombre d'années, ce sont des fonds qui sont plutôt illiquides. Et c'est pour ça que des enveloppes d'investissement elles-mêmes de long terme sont relativement bien adaptées à ce genre d'investissement, puisque de toute façon, vous aurez une corrélation en fait, entre les intérêts de l'enveloppe et la nature du produit. Donc le PEA-PME,
On l'a dit, un législateur, il l'a créé notamment pour qu'on puisse investir, pour que le particulier puisse s'exposer à des petites valeurs. Il peut être particulièrement adapté dans la mesure où, à partir de 5 ans de détention du PAPME, on a une fiscalité qui est très attractive puisque l'imposition se fera uniquement sur les prélèvements sociaux. Oui. Donc, ouvrir un PAPME et investir dans le private equity, ça peut être quelque chose qui peut être attractif puisque de toute façon, la durée du fonds est supérieure à la durée à partir de laquelle l'enveloppe est fiscalement attractive. Forcément. C'était une question de Jack. Quelle est la fiscalité du PAPME? Voilà, vous avez la réponse, Jack. Alors, la limite du PAPME, comme on l'a dit, c'est qu'il y a un plafond. Donc, si le plafond a été atteint, il y a toujours le compte titre ordinaire qui est, on va dire, l'enveloppe la plus souple puisque c'est l'enveloppe dans laquelle on peut mettre ce qu'on veut, dans laquelle on peut faire des retraits quand on veut et qui, par contre, du coup, est soumise au droit commun en termes de fiscalité et qui, aujourd'hui, est imposée à la flat tax. Donc, vous serez imposé à 30% dans le cas d'un compte titre ordinaire, mais vous aurez cette souplesse d'investissement sans plafond et avec aucune limite, on va dire, de durée pour jouir de tous les avantages. Sauf si le fonds aussi prend l'engagement de respecter des quotas fiscaux qui permettent justement de défiscaliser une partie hors prélèvements sociaux. C'est le cas de Private Value Europe 3 et de Entrepreneur Club. Ah ben voilà, très bien. C'est bon à savoir. Voilà, les spécificités, évidemment, par fonds, là, on parle du compte titre ordinaire en général, mais effectivement, le statut des fonds de private equity peut faire qu'il puisse y avoir des spécificités, même si elles sont logées dans une enveloppe comme le compte titre ordinaire. On peut regarder maintenant, avant qu'Agathe nous explique, les 3 produits Eurazeo disponibles? Alors, oui. Rapidement, voilà. Très rapidement. Donc, on avait déjà, alors aujourd'hui, dans la gamme, il y avait donc depuis un moment déjà, on avait donc le premier fonds, Principal Investment, qui est disponible donc en compte titre, en PAPME et aussi en assurance vie, donc chez Boursorama. Donc, c'est le produit que l'on trouve dans le plus d'enveloppes. Et depuis récemment, donc 2 nouveaux fonds ont été référencés. Donc Entrepreneur Club et Private Value Europe, dont on va avoir la description bientôt. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces fonds-là ne sont aujourd'hui pas éligibles à l'assurance vie, donc uniquement en compte titre et en PAPME. D'accord. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc on a un ticket d'entrée qui est de 10 000 € pour Entrepreneur Club et de 20 000 pour Private Value Europe. Donc on voit que ce ne sont pas des fonds qui sont accessible pour un petit investissement, on va dire test, un petit montant. On est sur des minima d'investissement. C'est très démocratique pour du private equity, mais ça reste 10 000, 20 000 euros. Hein, Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que traditionnellement, les minima d'investissement étaient quand même beaucoup plus élevés. Oui. Donc là, ça reste quelque chose d'accessible. Mais si on veut, on va dire, commencer à tester, il vaut mieux se tourner vers l'assurance vie et prendre le fonds qui est éligible à l'assurance vie, qui lui permet de faire un investissement un peu plus modeste. Ouais, et il y a eu beaucoup de questions sur le minimum d'investissement. J'en ai encore qui tombent en direct. Donc voilà, 10 000 pour les fonds, et, enfin 10 000 et 20 000 euros. Donc à bien garder en tête. Et typiquement, je mentionnais en introduction que nos fonds pour la clientèle privée co-investissent avec des fonds qui sont réservés à des clients institutionnels. Les minimums d'investissement pour ces fonds, c'est plutôt autour du $1 million. Oui, voilà. Donc 10 000, 1 million, bon, voilà, on voit tout de suite la différence d'échelle. Mais je me tourne vers vous, Agathe, justement. On va rentrer dans le détail, on l'a dit, de ces 3 fonds, Principal Investment, Entrepreneurs Club 2 et Private Value Europe 3. Peut-être, avant de s'intéresser un par un à ces fonds, là aussi on pourrait se dire, pourquoi l'un plutôt que l'autre? Quelles sont, dans les grandes lignes, peut-être les similarités et les différences de ces fonds? Alors, c'est important, c'est qu'on ait mentionné au début les différentes stratégies d'investissement qui apportent différents outils de financement. Donc, avec Principal Investment, on va faire ce qu'on appelle du buy-out. Donc, on fait du capital transmission direct. Eurazeo devient un actionnaire majoritaire ou minoritaire de la société, accompagne directement le management et accompagne le développement de la stratégie et la création de valeur. D'accord. Donc là, on a vraiment une action directe au sein des sociétés. Sur Private Value Europe 3, on va intervenir sur le même segment d'investissement, donc en capital transmission, sauf qu'on va avoir différents outils. Donc, on va avoir la dette. Donc, au lieu d'être actionnaire de la société, on va être des créanciers. Prêter de l'argent, très concrètement. Et on va remplacer une banque, finalement. On va faire ce qu'on appelle du direct lending. On va prêter directement aux sociétés. Sur Private Value Europe 3, on fait des opérations secondaires. Donc là, au lieu d'être directement au capital des sociétés, on va racheter des portefeuilles de sociétés qui sont déjà sous LBO. Donc, d'accord. Et qui vont
sortir dans un laps de temps un peu plus court. Et sur Entrepreneur Club, on va être plutôt ce qu'on appelle du gros equity, donc l'accélération, plutôt sur des valeurs technologiques en phase de très forte croissance. Et là aussi, on va être actionnaire direct des sociétés. Bon, alors Pierre s'intéresse à quels sont les secteurs, sociétés dans lesquelles vous investissez, à quel montant investissez-vous. Je pense qu'on va justement voir ça fond par fond. Et puis on va commencer, puisqu'on en parlait, par Capital Investment. Principal. Pourquoi je veux dire Capital Principal Investment, pardon. Alors sur la slide précédente, vous aviez les différentes caractéristiques du fonds. Donc on est vraiment sur un focus capital transmission avec ce qu'on appelle du large cap. Donc, on va financer des sociétés qui ont des valeurs d'entreprise plutôt entre 300 millions et 1 milliard. On va faire du mid cap avec des sociétés qui ont une valeur d'entreprise entre 100 et 300 millions d'euros. On va faire un focus plutôt européen avec une diversification en Europe. Et on a le fonds qui a été lancé en juin. On a déjà levé 61 millions d'euros, donc ça veut dire qu'il y a des clients particuliers qui ont investi dans le fonds à hauteur de 61 millions d'euros. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà commencé à dégager près de 6% de performance depuis l'origine du fonds. Donc en un tout petit peu plus d'un an, on est sorti de ce qu'on appelle l'effet de courbe en J du private equity. Il faut nous expliquer, la courbe en J du private equity. L'effet de courbe en J, c'est une caractéristique du private equity. C'est pour ça aussi que c'est un investissement de long terme. Souvent, on dit que pendant les 3 premières années en private equity, on a des investissements, une performance qui est négative et qui a une courbe exponentielle ensuite. Donc une forme de J, puisqu'on va commencer à dégager. Au départ, la société, il faut travailler, créer de la valeur, et ensuite, on va avoir des rendements et on va pouvoir revaloriser la société. Et après, faire des distributions. Et donc là, avec ce fonds, on est déjà sorti de cet effet de courbe en J, avec 11 sociétés en portefeuille qui sont très représentatives de ce qu'on fait chez Eurazeo, et donc qui sont présentes dans l'univers de la santé, des logiciels, des softwares, de la cybersécurité et des services financiers. C'était une question de Mighty Mark. Quels sont les exemples de secteurs ou d'entreprises que l'on trouve dans ces fonds? Voilà quelques secteurs, mais vous allez voir, on va rentrer au niveau des entreprises aussi. Exactement. Je vous avais sur la slide juste après les sociétés qui composent le portefeuille de Principal Investment. Et donc, vous voyez, on a déjà une forte diversification, 11 sociétés. L'objectif du fonds, c'est d'investir entre 25 et 30 sociétés. Il a une durée de vie d'une dizaine d'années. D'accord. Et il est ouvert à la souscription jusqu'en juin 2024. Possiblement, on a 6 mois d'extension. On a encore à peu près un an, là. Voilà. Bon. Mais plus on souscrit à la valeur liquidative du fonds. Donc plus on attend, plus celle-ci va augmenter, vu qu'on est à 106 aujourd'hui et qu'on va continuer de revaloriser les sociétés et d'investir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut y aller maintenant quand je vous ai Il faut déjà y aller. D'accord, ok. On va déjà y être. Et il aurait fallu déjà investir. Mais là, on est vraiment à un moment clé du fonds, donc la sortie de courbe en J, un portefeuille, donc on sait dans quoi on investit. Souvent, quand on arrive au tout début du fonds, moi je vous dis, vous allez voir, on va investir dans des superbes boîtes, mais vous n'en savez rien. Vous ne savez pas lesquelles. Alors que là, vous avez déjà un beau portefeuille. On a du Doctolib, il y a des sociétés connues quand même. Exactement, on a du Doctolib, WeSmile, qui sont des comités d'entreprise en ligne pour des PME qui se développent très très bien. Cévetis, c'est des cliniques vétérinaires. Cranial Technologies, c'est une société qui évolue aux États-Unis, qui est sur un secteur très spécifique, qui font des casques pour bébés qui ont des têtes déformées. Daily Trust, on est sur de la legal tech, ce qu'on appelle. On fait des logiciels pour de la gouvernance d'entreprise. Je ne sais pas si vous voyez la suite Office de Microsoft. Oui, très bien. Et eux, ils font la suite juridique de logiciels pour les sociétés. Donc, il y a une grande diversification au niveau de l'approche sectorielle, des tailles d'entreprises dans lesquelles on va évoluer. Et c'est tout notre point d'orgue, quand on construit un portefeuille, c'est d'avoir une grande diversification géographique, sectorielle et de taille d'entreprise pour pouvoir vraiment pallier à toute éventualité sur les 10 prochaines années. Bon, on a des questions, ça crépite sur la tablette. Ne vous inquiétez pas, je les stocke précieusement et je les poserai à la fin de la présentation à Agathe. Beaucoup de questions sur les fonds, bien sûr. Est-ce qu'on a tout dit sur Principal Investment? Un point important, un dernier point important sur les 2 colonnes. Je vous disais que nos fonds co-investissent systématiquement avec nos fonds pour la clientèle institutionnelle. Vous avez pour 55 millions d'euros qui ont été investis par Principal Investment dans ces 11 sociétés. Eurazeo a investi 1,5 milliard d'euros dans ces sociétés. L'alignement dont on parlait et qui est important dans ce type d'investissement. On passe à quoi? À Private Value Europe 3. Exactement. Pas mal, comme nom, moi j'aime bien. Déjà, c'est le 3e millésime. Voilà.
Ce fonds, il a un peu une particularité, c'est que c'est un véhicule qu'on appelle Evergreen. C'est un fonds ouvert. Donc, au lieu d'avoir une période de souscription définie, comme je l'ai présenté pour le précédent, et une durée de vie de 10 ans, et ben, ce fonds-là, on peut y souscrire quand on veut, au rythme où on veut, et on peut en sortir presque quand on veut. Ah, ben ça, c'est plutôt ça change, notable, hein. Ça renverse un peu les modèles établis du private equity. On voit que ça a marché, hein, ce fonds, on l'a lancé en 2018. On a levé près de un peu plus d'1,3 milliard d'euros, uniquement auprès de clients privés, en assurance vie et en compte titres. Et ce fonds, il est déjà investi sur plus de 140 sociétés. L'objectif, et je l'ai mentionné juste avant, donc on investit sur deux typologies de stratégies, la dette privée et le secondaire. La dette, et sur la slide d'après, vous avez juste les sociétés représentées, ou peut-être encore d'après. Eh bien non, écoutez, on va faire sans slide, ça me va bien. Non, c'est d'avant pour le coup, non? Donc on investit donc, en dette ou en equity. Donc la dette, on a le caractère rassurant de la dette. On a un déploiement extrêmement régulier. Et avec le côté equity, avec des transactions secondaires, on va avoir une grande diversification et le côté performance du fonds. Donc ce fonds, il a un peu plus de, maintenant, juste 5 ans d'historique, de track record, j'essaie de ne pas le dire. Et on l'a vu sur la slide juste après avec la courbe qui est très représentative et qui est très intéressante. C'est quand on lance un fonds pour 99 ans, en l'occurrence un fonds Evergreen, il faut s'assurer qu'il soit extrêmement solide, qu'il soit et donc une très grande diversification, c'est important. C'est la raison pour laquelle on a décidé de l'appuyer sur une stratégie de dette et d'equity avec une très grande diversification, avec une belle diversification géographique et sectorielle. Et là aussi, avec ce fonds, on n'évolue que sur des sociétés qui sont rentables au moment de l'investissement, matures et établies, donc dans l'univers du buy-out, avec des valeurs d'entreprise qui sont comprises entre 200 et 800 millions d'euros. On peut avoir quelques exemples là aussi éventuellement? Avec grand plaisir. Donc vous avez, sur la slide précédente, vous avez quelques exemples. On a, que tout le monde connaît, on a Jot. Donc, vous connaissez, c'est les doudounes sans manches. Enfin, du coup, c'est le genre de. Je connaissais pas le nom, mais je connais le logo, effectivement. Voilà. Alors, c'est une société qu'on aime beaucoup parce que c'est déjà une entreprise familiale basée à Marseille qui s'est développée. Et donc, j'ai mal dit parce que j'ai dit que c'était des petites doudounes sans manches, mais c'est le genre d'entreprise qui a su se développer. Ils ont développé des nouveaux canaux de distribution, ils ont développé leur gamme. Et donc, c'est cette typologie d'entreprise qu'on va accompagner. Sur les derniers investissements qu'on a fait, par exemple, vous avez Shiro Games. Alors ça, c'est le leader français du développement de jeux vidéo en ligne. Alors je ne sais pas si vous jouez, mais ils ont fait Evoland. Ils ont fait Evoland, ils ont fait Dune. Et là aussi, c'est eux qui conceptualisent, développent, produisent, monétisent leurs propres jeux. Donc ils sont présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ils ont une grande indépendance, ils ont un positionnement de leader. Et là, c'est une société qui fait 16 millions de chiffres d'affaires et un EBITDA, donc des marges d'exploitation de 11 millions d'euros. Un excédent brut d'exploitation, peu de choses près, en bon français. Et donc c'est des sociétés rentables. Et par exemple, si on met à côté Artefact, qui est un studio, qui est une société de data consulting, qui fait 112 millions d'euros de chiffre d'affaires, presque autant, d'EBITDA. Donc on a aussi beaucoup, au sein même d'un fonds, des sociétés qui vont avoir différentes features. Et là aussi, sur ce fonds, on est assez secteur agnostique. Bien sûr, on va plutôt aller chercher des sociétés qui évoluent dans des secteurs où on a une grande visibilité sur les cash flows, de multiples canaux de revenus, et comme si un starry, on peut se reposer sur l'autre. Et côté private equity, on a mis quelques sociétés assez connues. Donc vous avez Picard qui fait partie d'une des transactions. Vous avez Belron, alors peut-être que vous ne reconnaissez pas le nom, mais le logo, oui. Parce que c'est Carglass. C'est Carglass, c'est ça, mais oui. Et en fait, Carglass a un conglomérat de 3 grandes sociétés qui sont réunies sous le logo de Belron. Et une dernière société que j'aime beaucoup qui s'appelle Genius Sports. Et c'est eux qui ont inventé la technologie qui est embarquée chez les joueurs de foot, les athlètes, pour savoir à quelle vitesse ils courent. Et c'est grâce à ça,
grâce à eux, qu'on a toutes ces données de stats au JO, dans les Coupes du Monde, de combien de fois combien de kilomètres ils ont couru. Et donc, c'est le genre de Sur la Coupe du Monde de rugby et les JO 2024, il y a peut-être effectivement, il y a de quoi faire. Une question qui est tombée en direct de Boris et qui est intéressante, c'est qu'est-ce que vous faites si l'une de ces sociétés, et je pense que c'est valable pour les 3 fonds, fait faillite? Comment ça se gère? Comment ça se passe? Alors, d'une part, c'est une question importante et c'est la première raison pour laquelle on fait des fonds très diversifiés. Sur EPVE3, par exemple, il n'y a pas une seule société qui peut représenter plus de 5% de la valeur liquidative. Donc ça veut dire que si on perdait la plus grosse ligne du portefeuille, la valeur liquidative, finalement, ne serait impactée que de 5%. Donc ça aussi, donc la plus grosse ligne sur une seule société, on va avoir 30 millions d'euros sur un fonds qui fait 1,3 milliard. Donc c'est une première protection pour nos investisseurs. Dans le cas de la dette, on n'est pas actionnaire, on apporte la dette. Nous tant qu'ils remboursent la dette, on n'a pas de sujet. Mais nos contrats avec ces sociétés font que si elles font faillite, on peut avoir la possibilité de reprendre la société. Alors, ce n'est pas notre métier, on espère le faire le moins possible. Et vous pouvez le faire. C'est une capacité et c'est là aussi intéressant d'avoir un acteur comme Eurazeo à son capital, comme apporteur de dette, puisque c'est des équipes, on a aussi des équipes dont c'est le métier d'accompagner ce genre de société. On va terminer avec le 3e fonds, Entrepreneurs Club 2. Alors, donc, là aussi, c'est le 2e fonds de la gamme. Donc, on a lancé le premier pour la clientèle privée en 2019. On a levé 430 millions d'euros. Et on a le portefeuille du millésime précédent juste après. C'est un fonds qui co-investit avec un programme de plus de 1,5 milliard d'euros, aussi dans l'univers du gros equity. Et le but de ce fonds, c'est d'investir entre 25 et 30 sociétés qui sont toutes dans l'univers de la tech. Mais attention, l'univers de la tech est très vaste. On peut avoir, là encore, des solutions digitales, donc ce qu'on appelle des solutions SaaS, Software as a Service, donc des logiciels dans le cloud, des sociétés qui vont accompagner la transition digitale d'autres sociétés. On va avoir par exemple Payfit, on va avoir de la santé avec Doctolib aussi. Et ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est l'économie circulaire. On a Back Market, Vestiaire Collective. Et quand vous les citez, on se rend compte qu'il y a effectivement plein de noms qu'on connaît et qui accompagnent même notre quotidien finalement. Et c'est tout, oui, c'est vrai, c'est le sujet du private equity finalement. C'est pas des sociétés cotées en bourse, mais c'est des sociétés qui sont utilisées au jour le jour et on est un des premiers financements du tissu économique européen d'une manière. Quand je dis on, c'est le private equity. Personnalise le private equity ce soir. Du private equity d'une manière générale. Et donc sur cette stratégie d'investissement, donc nous Eurazeo, on va investir entre 25 et 100 millions d'euros par société. D'accord. Mais donc, vous l'avez bien compris, on va avoir le fonds pour la clientèle institutionnelle qui va investir une quote-part et le fonds pour la clientèle privée, le reste. Donc, par exemple, sur 100 millions d'euros, on va pouvoir mettre 25 millions, 30 millions d'euros avec le fonds Entrepreneur Club et le reste sera apporté par les fonds institutionnels. Donc ça, c'est un point qui est très important et c'est valable aussi sur tous les autres fonds. Et donc là, on va chercher des sociétés qui ont des valeurs d'entreprise au-delà de la centaine de millions d'euros. Alors, quand on va regarder le portefeuille, on voit qu'on accompagne quand même beaucoup de licornes. Donc les licornes, c'est des sociétés qui sont valorisées à plus d'1 milliard. Beaucoup plus de 100 millions d'euros. Et c'est des sociétés qui ont une caractéristique très importante, c'est qu'elles sont toutes en phase de très forte croissance. La croissance de leur chiffre d'affaires doit dépasser les 50% et surtout, on va maintenir ces niveaux de croissance grâce à nos financements, notre accompagnement, leurs investissements pour développer de nouveaux services, développer de nouvelles géographies. Et c'est aussi pour ça qu'elles s'appuient sur des investisseurs comme nous. Alors souvent, vous comprenez bien que sur des grosses entreprises comme celle-ci, on n'est pas majoritaire, mais en général aussi, on n'est pas tout seul comme fonds. Et donc, on a nos concurrents sont aussi nos partenaires, et puisqu'on siège systématiquement au conseil d'administration des sociétés pour piloter ensemble avec le management le développement des sociétés. Bon, ben voilà, explication très claire. Il y a une question qui nous est posée par un internaute qui nous regarde. Que se passe-t-il si vous n'arrivez pas à revendre une entreprise à la fin du fonds? Je pense notamment à Entrepreneurs Club 2. Alors,
on va tout faire pour entamer des processus de cession. Alors c'est vrai que sur le temps imparti, en fait, on a souvent des prorogations possibles dans les fonds. Donc c'est des fonds qui ont une durée de vie de 10 ans, prorogeables de 2 fois en un an en général. Notre métier, c'est de trouver un racheteur dans le temps imparti. Si on ne le trouve pas, on a des différentes solutions de liquidité. Comme entamer un processus de cession secondaire, donc je le mentionnais tout à l'heure, c'est une de nos stratégies d'investissement. Alors pas sur cette stratégie d'investissement, mais on peut revendre une partie de nos portefeuilles à de nouveaux fonds d'investisseurs. D'accord. Notamment. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur Entrepreneurs Club 2 ? Donc le fonds 2, il a été lancé en janvier. On a déjà levé un peu plus d'une 50aine de millions d'euros et il y a 2 sociétés dans le portefeuille. D'accord. Déjà. Bon. Mais voilà. Joël nous demande, il y a beaucoup de coupures. Désolé Joël pour les coupures. Est-ce qu'il y aura un replay ? Oui, il y aura un replay comme d'habitude qu'on va essayer de mettre le plus rapidement possible. Je ne m'engage pas sur la durée. Mais oui, je vous rassure, il y aura un replay. Alexandre nous posait une question. Comment sont valorisées les sociétés non cotées dans un fonds de private equity ? Alors, il y a plusieurs méthodes de valorisation dans le private equity. Il y a d'abord la méthode des comparables boursiers, par exemple. Donc, on va prendre des sociétés qui évoluent dans le même type univers, de secteur, de la même taille, et on va voir leur valorisation. C'est pour ça aussi, il y a, sur les dernières années, dans l'univers de la tech, il y a eu un gros coup à la baisse, puisque les valeurs tech américaines, le Nasdaq a beaucoup baissé d'un coup. Alors parfois, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi d'autres méthodes de valorisation, ce qu'on appelle les discounted cash flows, où on va avoir une méthode DCF, DCF méthode, où on va analyser les cash flows futurs, les potentiels cash flows futurs. Et donc là, c'est vraiment toutes les méthodes qui sont utilisées. Bon, voilà. Une question très intéressante d'Adam. Et pourquoi pas ne pas acheter l'action Eurazeo, tout simplement ? C'est un bon point, surtout que c'est un bon point d'entrée en ce moment. Voilà. Je pense qu'Agathe ne va pas vous dire non. Elle va pas vous... c'est s'exposer de manière très différente. On reste dans l'univers des marchés financiers. C'est vrai que Eurazeo est une société qui a beaucoup de stratégies d'investissement qui sont toutes très différentes. Et donc, si on ne sait pas quoi choisir, en effet, on peut se simplifier la vie. Mais ensuite, on ne va pas avoir les mêmes typologies de rendement, la même visibilité. Parce que pour moi, c'est ça qui est... Pourquoi le private equity est de plus en plus intéressant pour les particuliers, au-delà du fait que nous, gérants, baissons le ticket d'entrée, créons des fonds, alors nous on le fait depuis 20 ans, mais créons des fonds qui permettent aux particuliers de s'exposer à la classe d'actifs. C'est une méthode où on a une grande transparence. Oui. On a un reporting qui est mensuel sur certains fonds, où on a la totalité des lignes du portefeuille. Si vous achetez l'action Eurazeo, on a plus de 500 sociétés en portefeuille. Oui. Alors c'est vrai qu'on a le document universel qui sort chaque année, qui fait 800 pages. Avoir un petit peu de temps. Mais je vous assure que le reporting est beaucoup plus sympa. Oui. Bon, forcément, on a beaucoup de questions sur la performance, sur les rendements des fonds. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, on est sur les fonds qu'on présente à la clientèle privée, on est sur un univers de fonds agréés par l'AMF, donc on a un univers qui est assez restreint en termes de communication. Le point principal, c'est de regarder les que les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est vraiment un disclaimer dans le webinaire, donc attention. On peut toujours le dire. Risque de perte en capital et les performances passées ne présagent pas des performances futures. Voilà, c'est fait. Exactement, on l'a déjà dit quand même au début. C'est pas grave. Et on va avoir, et donc on est dans un objectif, les objectifs de performance ne peuvent pas être disclosés comme ça, mais pour EPVE3 par exemple. Oui, sur ce qui s'est passé, on peut déjà parler de ce qui s'est passé. Exactement, donc c'est un fonds qui a dégagé entre 6 et 7% de performance net investisseur sur les 3 dernières années. Le fonds précédent, Entrepreneur Club, a dégagé plus de 32% de performance depuis l'origine. Aussi net, on parle en net toujours. Oui, on est en net. D'accord. Alors, là encore, ça ne veut pas dire que ça va continuer, mais c'est le réaliser sur les fonds. Flo nous demande, y a-t-il une durée maximale sur un fonds ? C'est la durée de vie qui est prédéfinie, donc c'est pour ça que par exemple Private Value Europe 3, c'est un fonds qui est un fonds ouvert, evergreen, qui a une durée de vie de 99 ans, où c'est vous qui décidez quand est-ce que vous rentrez
et quand est-ce que vous sortez. Les fonds, et c'est nous qui prédéfinissons au moment où on va faire agréer le fonds, rédiger le règlement du fonds. On va dire, ce fonds-là, il dure une dizaine d'années. C'est pas anodin, hein. On sait qu'en général, un fonds, on a 2 ans pour lever de l'argent auprès des investisseurs. Oui. On se donne, entre la première année, on se donne 5 ans pour l'investir dans une 20-30aine de sociétés. 5 ans dès la fin de la période de souscription pour faire valoriser ces sociétés, créer de la valeur, et 2-3 ans pour les revendre. Donc, en tout, ça prend une dizaine d'années. Bon, un peu une question dans la foulée, finalement. La fin du fonds est-elle contractuelle? Alors, c'est rédigé, c'est la durée de vie du fonds dure 10 ans. Après, en effet, souvent, et c'est le cas hein, de beaucoup de FCPI, par exemple, où on n'a pas forcément liquidé les 3 dernières lignes du fonds tout en ayant déjà dégagé de la performance. Notre responsabilité, c'est de liquider le portefeuille avec aux meilleures conditions pour les investisseurs. Donc parfois, on va prendre des décisions un peu difficiles et donc dire que ça va durer 1 an de plus parce qu'on sait que la société va pouvoir, on croit que la société va pouvoir dégager plus de performance et qu'on peut avoir un processus de rachat qui est initié avec un acheteur. Ça vaut le coup des fois d'attendre un peu plus longtemps pour mieux sortir, hein, exactement. Dire simplement. Forcément, en question de R19, quels sont les frais sur ces produits? On aime bien être complètement transparent sur les frais sur ces produits. Peut-être aussi un mot, Thomas, peut-être rappeler déjà que c'est effectivement éligible dans le Boursorama en ce qui concerne les frais Boursorama. Exactement, donc en ce qui concerne les frais Boursorama, c'est très simple parce qu'il n'y en a pas. Donc on est sur des frais d'entrée distributeurs qui sont à 0, alors qu'on peut avoir beaucoup de distributeurs de ce type de produits qui ponctionnent des frais d'entrée. Et ensuite, donc, vous avez des frais de fonctionnement et des frais de gestion, forcément, dans ce genre de fonds, qui sont tous décrits donc, sur notre site. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail des chiffres, mais de toute façon, lorsque vous investissez, ce sont des frais qu'on vous montre. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que via Boursorama, ce sont des fonds Bourse Market, il n'y a pas de frais d'entrée. Les seuls fonds que vous supportez, ce sont les frais de gestion du fonds qui sont inhérents, on va dire, au fonctionnement du fonds. Il n'y a pas de frais commerciaux de distribution qu'on fonctionne. Alors, combien de frais quand même? Parce qu'il y en a quand même un petit peu. Alors, sur Entrepreneur Club 2, on est à 2,5. Sur 2,5%. 2,5% sur les montants de Toto souscrits. Jusqu'au 31/12/2029, ensuite on passe à 1,5%. D'accord. Sur Private Value Europe 3, on est à 1,8% de frais de gestion. Et sur Principal Investment, on est à 2,7% jusqu'à une date importante. Voilà, qu'on regardera dans le prospectus. Il y a un trou là, c'est pas grave, ça arrive. Allez, bon voilà, de toute façon, je pense que toutes ces informations, vous les retrouvez déjà sur la fiche qui est sur Boursorama et sur, effectivement, la documentation qui va avec. Il y a une question qui est revenue très souvent, notamment au moment de l'inscription, mais je la vois tomber là aussi sur ma tablette. Pourquoi investir sur un fonds investi sur des PME, PMI, plutôt que sur un FCPI ou un FIP défiscalisé à 30%, qui, mais ce qu'en investissant sur du private equity qui finance des PME, ETI, cela donne droit à une réduction d'impôt comme pour les FCPI, FIP. Alors, le match FCPR, FCPI. Alors, en premier lieu, le FCPI est une typologie de FCPR qui a vocation à investir dans l'innovation. D'accord. Et donc, c'est là que vous avez la nuance, entre un FCPI et un FCPR. C'est qu'un FCPI, c'est un fonds qui va investir dans des sociétés qui sont jeunes. Et donc, on va avoir une notion de risque qui va être très différente. Sur des FCPR, on va investir dans des sociétés qui sont établies, qui génèrent du chiffre d'affaires, qui ont déjà un historique important. Et donc, la notion de risque est très différente de quand on investit sur un PowerPoint parce que c'est intéressant et qu'on pense qu'il y a un marché. Il y a quand même quelque chose d'un peu plus mature. Et donc, en fait, finalement, la réduction fiscale à l'entrée, c'est une prime de risque qui est offerte par l'État, finalement. Alors, là aussi, sur les FCPI, on en gère aussi, on est un des premiers gérants sur cette classe d'actifs aussi. Les FCPI, ça offre une réduction fiscale à l'entrée, mais on investit sur des sociétés qui sont jeunes. Bon. Question aussi qui est tombée au moment de l'inscription, question de Vincent, et on ne l'a pas encore abordé, et signe des temps, on avait moins cette question avant, on l'a maintenant plus. Quelle est la politique ESG? Je rappelle les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Y a-t-il des secteurs exclus? Un calcul de l'empreinte carbone, quelle perspective si ralentissement de l'économie? C'est une question un peu différente. Et Christophe, est-ce un produit ISR? Alors, ISR, les FCPR Euraseo?
Alors, on ne prend jamais de label ISR parce que c'est des labels qui vont souvent limiter l'univers d'investissement et donc limiter le déploiement et les opportunités d'investissement. En revanche, Eurazeo, on a très vite intégré, depuis 2011 formellement, des critères extra-financiers dans nos processus d'investissement. Ça veut dire que tous les investissements qui sont faits chez Eurazeo sont faits sur la base de critères financiers et extra-financiers. D'accord. Si on n'a pas une bonne note ESG au moment de l'investissement, on ne fait pas l'investissement, peu importe les retours potentiels économiques. Donc ça, c'est un point qui est très important. Okay. Pour aller encore plus loin, et donc on s'est dit c'est bien d'avoir des critères de préinvestissement, des critères d'exclusion sectorielle qui sont tous disclosés sur notre site internet, donc les responsabilités, et vraiment on a une très très grande transparence là-dessus. On s'est dit comment on fait pour aller plus loin. Alors déjà, sur l'évolution de la réglementation, les 3 fonds qui sont présentés ici sont des fonds article 8 au sens SFDR. Donc ça veut dire qu'on inclut des processus ESG et des processus de préinvestissement et des processus de reporting. Donc ça veut dire que dans tous les reportings des fonds, on a un reporting ESG. Et donc pour aller encore plus loin, en 2020, on a lancé ce qu'on appelle le programme O+, qui est un programme qui repose sur 2 engagements phares, le climat et l'inclusion. O, la neutralité nette carbone d'ici 2040 pour l'ensemble de nos sociétés en portefeuille, donc le O pour 0, et pour nous. Et le plus pour l'inclusion avec la promotion d'une société plus inclusive, de lutter contre l'inégalité des sexes. Et comment on va faire ça? Alors déjà, on a une équipe de 6 personnes à temps plein au sein du groupe qui fait de l'ESG. Sophie Flack, la managing partner de l'ESG, fait partie du directoire d'Eurazeo. Donc c'est vraiment au plus haut niveau chez nous. Et donc, on va d'abord faire des reportings de nos sociétés, on va leur envoyer des questionnaires et savoir comment elles incluent ces critères dans leur gouvernance pour mieux répondre à ces critères. Et ensuite, on va les accompagner pour tendre, s'assurer qu'il y ait une couverture sociale dans l'ensemble de nos sociétés de portefeuille. Alors en France, ça paraît extrêmement logique, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays, en Europe ou dans le monde. Et donc ça, on s'assure que ce soit fait. Et on va vraiment, au-delà d'avoir des outils de mesure et de reporting, avoir une véritable action auprès de nos sociétés de portefeuille. Bon, voilà. Explication très claire, très complète. On avait une question de Flo. Les dividendes versés par les entreprises dont vous êtes actionnaire sont-ils obligatoirement capitalisés dans le fonds? Oui. Ben voilà. Oui, bah oui, voilà. Oui, en fait, ce sont bien les fonds qui sont actionnaires des sociétés. Donc, ce qui remonte va vers le fonds. Une question de Pat, quelle différence entre un FCPR comme Eurazeo Private Value Europe et un fonds comme celui de BPI France? Bah oui, c'est normal, je pense que beaucoup de clients ont entendu parler de l'initiative faite par BPI. Comment ça se passe? C'est 2 fonds concurrents. Alors, Private Value Europe 3 est un fonds ouvert, alors que celui de BPI France est un fonds fermé. Oui. Et c'est 2 portefeuilles différents. BPI France, ils sont quand même très axés capital innovation, venture. Donc c'est des sociétés qui se sont développées, qui sont un peu plus matures qu'au moment où ils investissent. Donc c'est des fonds concurrents qui sont complémentaires aussi, quand on veut commencer à investir dans la classe d'actifs. À vous de choisir celui que vous préférez. GVN qui nous demande finalement, avec l'espérance de rendement attendue, les frais, comment on peut faire concurrence au livret A qui ressort à 3% alors? On est investi sur des sous-jacents qui sont quand même très différents, que l'on connaît. L'objectif, c'est pas de dégager du 3%. En effet, quand on investit sur une stratégie qui est non liquide de long terme, c'est prouvé, c'est démontré que c'est une stratégie parce que quand on a un horizon long terme qui surpasse les autres classes d'actifs. Bon voilà, ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Et ça, c'est disponible sur les sites de France Invest, qui est l'association de private equity. Il y a beaucoup d'études qui démontrent des... Voilà. Allez faire un tour sur France Invest. Question simple, mais il faut le rappeler, on prend le temps de le rappeler. Khadija, quel est le degré de protection du capital investi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce produit présente un risque de perte en capital. On le répétera aussi d'aussi nombreuses fois que nécessaire. C'est d'autant plus important que c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on commence à s'exposer à la classe d'actifs, il faut vraiment choisir des gérants sur lesquels on a une grande transparence, une grande confiance.
Donc c'est bien d'avoir du savoir-faire, de l'expérience comme une société comme Eurazeo. Hein. Je préfère que ce soit vous qui disiez. On peut compléter aussi en disant que le private equity, c'est aussi une composante dans la construction d'un patrimoine. Oui. Donc, comme on l'a dit, donc chez Boursorama, on a toutes les enveloppes d'investissement possibles, on a toutes les classes d'actifs possibles. Et donc, le non-coté, on est sur des espérances de rendement qui sont très élevées, mais avec un horizon d'investissement qui est très élevé. Et puis, pour revenir un petit peu à ce qui a été dit précédemment, le livret A, on est plutôt sur de l'épargne de précaution sécuritaire qu'on peut mobiliser à tout moment. Le private equity, on est sur de l'épargne de très long terme. On a un horizon d'investissement qui est plus important. On a déjà construit un patrimoine avec d'autres classes d'actifs. Sur la diversification, exactement. On ne l'a peut-être pas assez dit. Oui. Ce soir, sur la diversification. Et on sait qu'effectivement, historiquement, les petites sociétés ou les plus petites capitalisations ont des performances qui sont plus importantes que les autres, mais ça peut prendre du temps, donc il faut le construire en fonction de son appétence au risque et de son horizon d'investissement. Oui, c'est très clair. Une question un peu technique, mais qui vaut le coup d'être posée. Jean, que se passe-t-il en cas de décès du porteur avant l'échéance, qui est souvent de quelques années après la date de souscription? Les parts de FCPR sont-elles liquidées? Et dans ce cas, comment est déterminé le cours de la part? Alors, il y a deux. Oui, ça arrive malheureusement. Alors déjà, il faut avoir en tête que quand on prend un engagement d'investissement dans un FCPR, alors pas Private Value Europe 3 parce qu'on peut en sortir, mais on ne peut pas redemander le rachat de ses parts. On doit attendre de recevoir des distributions. Je vous coupe, excusez-moi Agathe, parce qu'on a une question de Xperia. Quelle est la pénalité si on sort avant l'échéance, justement? Alors, on ne peut pas en sortir sur les fonds fermés, on ne peut pas, il n'y a pas de pénalité. Sur Private Value Europe 3, en l'occurrence, quand on demande à sortir, il n'y a pas d'échéance, donc on n'a pas de pénalité. Soit on ne peut pas, soit il n'y a pas de pénalité, suivant le fond sur lequel on se place. Exactement, et donc pour revenir à la question de Jean, il me semble. Absolument. Il y a un mécanisme qui est prévu au règlement du fonds qui fait du rachat pour cas de force majeure, comme dans beaucoup de fonds. Donc c'est quelque chose qu'on ne souhaite absolument à personne puisque les cas de force majeure sont le décès, l'invalidité, le licenciement du porteur de part ou de son conjoint. Et donc là, dans ce cas précis, le fonds peut racheter et donc fait une livraison en cash. D'accord. Une question de Gilbert. Ou sinon, les descendants peuvent décider de garder... De continuer à apporter le fonds. Question de Gilbert, dont ça a répondu comment sortir par anticipation. Peut-être plus pour Thomas, celle-là. Quelle proportion d'épargne investir dans ce type de fonds, dans ce type de placement? Alors la proportion, on l'a déjà dit, mais on le redit, ça dépend de l'appétence au risque et aussi du niveau de patrimoine de chacun. Comme on l'a dit, le ticket d'entrée, donc en tout cas en compte titre en PEA-PME, c'est de 10 000 €. Et souvent, on considère qu'il faut avoir une épargne de précaution d'à peu près 3 à 6 mois de dépenses, suivant son appétence au risque, et effectivement aussi en fonction de sa surface financière, parce qu'effectivement un patrimoine de plusieurs millions d'euros va pouvoir avoir un horizon d'investissement de plus long terme et va pouvoir mettre plus proportionnellement. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est sur une brique de construction qui est quand même... qui n'est pas la première brique. On a l'épargne de précaution d'abord et puis on a des univers d'investissement qui ont des coûts plus rendement-risque un peu plus faibles. Mais ça peut être un très bon outil de diversification et en fonction effectivement de la surface financière des clients et puis aussi des classes d'actifs sur lesquelles ils sont déjà exposés, un outil de diversification qui peut proposer donc, sur le long terme des perspectives de rendement attractives. Question, on n'a pas encore abordé ce thème-là. Eurazeo existe-t-il un poste d'administrateur dans chaque société investie et quel est le rôle d'Eurazeo en pratique? Ça, c'est intéressant. Dans le métier, finalement, vous l'avez dit, Agathe, d'accompagnement, comment ça se passe? On l'a mentionné notamment sur Entrepreneur Club, c'est le cas aussi sur toutes les stratégies directes. En fait, on est au conseil de l'administration et selon notre pourcentage de détention du capital, on peut avoir un ou plusieurs sièges. Et ensuite, on va piloter aux côtés de la direction le développement de la stratégie. Mais ça peut prendre beaucoup de visages. On peut les accompagner sur des recrutements stratégiques. Donc on va aussi faire appel à notre savoir-faire pour identifier la bonne personne aux côtés du management. On va aussi leur apporter tout notre écosystème sur le développement d'une nouvelle géographie. Donc on va avec eux décider de ce qui est le plus pertinent ou pas en fonction du business model de la société, de sa capacité à s'insérer dans un nouveau marché. Alors quand on n'est pas...
quand on est un investisseur non significatif, on n'a pas de, comme sur des sociétés cotées en bourse par exemple, on ne peut pas avoir cette force. Et c'est aussi tout l'intérêt d'investir sur des sociétés non cotées où en fait un actionnaire qui a 10% du capital, c'est un actionnaire qui a une position conséquente dans le conseil d'administration de ces sociétés. Et par exemple sur la dette privée, donc on n'est pas actionnaire de la société, on leur apporte de la dette. En revanche, puisqu'on est le seul prêteur de la dette dans ces opérations spécifiques, on a la possibilité de négocier, et ce qu'on fait quasiment systématiquement, un poste de censeur. Et donc ça, c'est aussi ça qui est intéressant, même dans notre approche de dette, c'est qu'on va vraiment avoir un esprit d'accompagnement. Pourquoi c'est intéressant aussi, c'est qu'on ne peut pas nous mentir. On va assister au conseil d'administration de la société. Ça aide aussi, bah oui. Donc même si on n'a pas le droit de vote, on va avoir un censeur, observateur. Et donc là aussi, on n'est pas des créanciers de loin. On va vraiment avoir une proximité avec le management qui est pas banale. Et donc, c'est aussi tout l'intérêt du private equity. Et on le dit, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure en introduction. C'est notre métier, c'est pas investir dans des sociétés et les revendre plus tard. C'est vraiment d'accompagner leur développement de la manière la plus saine possible sur la durée. Moi, j'aimerais qu'on termine sur cette question, et vous l'avez déjà abordée, Agathe, sauf s'il y en a d'autres qui tombent sur la tablette, mais finalement, en guise de conclusion, comment vous les sélectionnez, ces entreprises? Comment vous allez les chercher? On l'a vu, il y a les secteurs, il y a les profils, il y a la taille des caps, mais qu'est-ce qui vous fait vous dire, tiens, là, il y a du potentiel de développement, de croissance? Alors, on a des équipes d'investissement qui sont spécialistes sur le sujet, hein, c'est important de le dire. Par exemple, sur Entrepreneur Club 2, on a une équipe d'une vingtaine de personnes qui est dédiée à de ce qu'on appelle le sourcing, donc identifier des sociétés. Et donc, eux, leur métier, c'est d'essayer de connaître tout l'univers des sociétés qui vont correspondre, qui se développent, qui vont correspondre à notre stratégie d'investissement. Et ensuite, c'est d'aller les rencontrer, de discuter avec eux, de se rendre compte de leur business model, des métriques, et ensuite, d'aller visiter sur place, et ensuite, potentiellement, d'investir. On va avoir vraiment différentes... c'est globalement l'approche, hein, mais on a des processus d'investissement qui sont prédéfinis et qui font, on va recevoir des opportunités d'investissement soit directement, soit via des intermédiaires, soit via des processus intermédiaires, donc des ventes aux enchères un peu, où on va accéder à l'ensemble des métriques, des données des sociétés, sur comment elles ont évolué, leur business plan sur les 3 dernières années, comment elles ont évolué, qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'elles veulent aller et pourquoi elles cherchent des financements. Et donc ça, c'est vraiment le métier de nos équipes d'investissement. Donc je disais, sur Entrepreneur Club, il y a une vingtaine de personnes, enfin sur le gros, il y a une vingtaine de personnes. Sur Private Value Europe 3, en dette, il y a 30 personnes qui sont des spécialistes de l'analyse qui moulinent tout ça. de PME. En secondaire, on a pareil une dizaine de personnes qui est accompagnée par une quinzaine de personnes. Sur Principal Investment, on mélange des stratégies, donc il y a vraiment... plus d'une cinquantaine de personnes. Il y a du monde qui bosse chez Eurazeo pour choisir les meilleures sociétés. C'est important de le dire, hein. Chez Eurazeo, on a un peu plus de 410 petits collaborateurs et près de la moitié sont dans les équipes d'investissement. Donc eux, leur métier, c'est d'identifier les bonnes sociétés et de les accompagner sur la durée et de gérer le processus de sortie. Mais voilà. Une petite question qui est tombée dans l'intervalle. Les taux d'intérêt ont fortement augmenté ces derniers temps, ça n'a hélas échappé à personne. Et l'endettement s'est donc renchéri. Quel impact sur la performance des investissements en LBO? C'est vrai que ça vient changer un petit peu l'équation, tout ça. Ça vient changer l'équation. Alors, l'avantage d'être sur des sociétés qui sont accompagnées notamment, donc là, le LBO direct, ça va être Principal Investment. On est sur des sociétés qui évoluent sur des secteurs qui génèrent, des sociétés qui génèrent beaucoup de cash, donc qui ne font pas forcément appel à beaucoup à la dette. D'accord. Et côté dette, alors évidemment, on va faire évoluer notre pricing. Avant, on avait un Euribor qui était à 0 et donc on est à taux variable systématiquement. Donc avant, c'était un taux plancher d'Euribor à 0,5 et on avait des coupons, on avait des coupons à 7, 8, parfois 9. Et maintenant, l'Euribor a augmenté, on va baisser le coupon parce que notre but, c'est évidemment que les sociétés, elles remboursent leurs dettes et pas de les empêcher d'évoluer. Parce que vraiment, notre métier en dette, hein, c'est de leur permettre de financer des acquisitions, leur développement. Et donc, le but, c'est qu'elles accélèrent encore plus vite. Et donc, évidemment, on est des partenaires de leur développement.
partenaires de leur développement. Voilà, en tout cas, merci Agathe pour ces réponses très complètes. Merci aussi beaucoup à Thomas. Est-ce qu'il y a encore des questions qui tombent? Je ne pense pas, je pense qu'on va s'arrêter là. Ma question rituelle à la régie, est-ce qu'on a un petit questionnaire de satisfaction? Alors, pas trop fort dans l'oreillette, hein. Je ne sais pas, le suspense est intense. Il y a un questionnaire de satisfaction. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir présenté pour nous, eh bien justement, les nouveaux produits d'Eurazeo en private equity. Merci. Merci beaucoup. Excellent. Et alors, merci à tous de nous avoir suivis ce soir, hein, presque 1 heure sur le thème du private equity. Merci d'avoir participé activement. Le replay, je vous l'ai promis, sera en ligne très vite, j'espère. Et comme d'habitude, justement, restez avec nous après le clap de fin, le temps de remplir ce fameux court questionnaire de satisfaction afin que nous puissions encore mieux répondre à vos attentes lors des prochaines éditions. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée.